Bonjour à tous. Donc nous sommes ensemble pour un événement organisé dans le cadre des rencontres régionales recherche et innovation. Donc c'est la deuxième semaine de ces rencontres régionales, donc organisées par Hauts-de-France Innovation Développement à la demande de la région Hauts-de-France, avec le soutien de la région Hauts-de-France. Et le fil conducteur, enfin le thème qui a été retenu pour ces rencontres régionales recherche et innovation, c'est l'innovation responsable. Et donc, évidemment, la question du biomimétisme est une question qui est importante et qui est aussi facteur d'innovation responsable. Alors, je suis Loïc Aubray et je travaille dans un établissement de l'Université catholique de Lille qui est l'ICL, l'Institut catholique de Lille, l'établissement qui porte les facultés. Et au sein de cette université, nous avions mis en place, il y a quelque temps déjà, un petit groupe qui travaille sur les questions du biomimétisme, qui a été élargi il y a quelques mois à d'autres acteurs de la région, Chambre de commerce, Esme Sudria, une association qui s'appelle Vivaliste, dont on va voir des représentants tout à l'heure, et d'autres personnes. Et ce petit groupe donc a lancé depuis quelque temps déjà le début d'une dynamique régionale. Et donc, nous avons voulu saisir l'opportunité de ces rencontres régionales recherche et innovation pour rendre visible cette dynamique. Donc, cette dynamique, évidemment, est appuyée par le CBIOS, qui est un centre d'expertise sur ces questions de biomimétisme. L'ICL ayant fait le choix d'ailleurs de rejoindre le CBIOS au cours de cette année 2020. Nous avons adhéré pour une première année, mais ensuite, donc nous allons poursuivre la route les années suivantes avec le CBIOS. Voilà, et donc je passe la parole à Hugo Bachelier, qui est un expert du CBIOS et qui va vous présenter le programme de cet après-midi. Merci Loïc. Bien, bonjour à tous. Donc Hugo Bachelier, comme l'a présenté un peu Loïc, je travaille au CBIOS, cette association de 1901 qui vise à promouvoir la démarche du biomimétisme en France, mais qui ne va pas tarder à passer en SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Vous allez sûrement en entendre parler avec Kalina un petit peu plus tout à l'heure, ma directrice. Et aujourd'hui, c'était, comme l'a indiqué Loïc, vraiment l'occasion un peu de vous présenter l'opportunité, le potentiel de cette démarche intéressante, cette approche qui est la bioinspiration et même la philosophie du biomimétisme, le potentiel pour le territoire Hauts-de-France. Donc, on vous a proposé un panel en deux grandes parties. Aujourd'hui, on va discuter d'abord un peu les concepts, la sémantique, présenter les enjeux du biomimétisme, avec aussi quelques acteurs qui vont nous parler de leurs intérêts. On avait notamment, vous avez peut-être repéré Euromaterials avec Olivier Varlet qui va nous présenter un peu le lien entre leur secteur d'activité et même pour leur pôle d'acteurs, le potentiel du biomimétisme dans leur écosystème. Iman, qui représente l'ADEME et qui présente aussi peut-être le lien entre ces deux institutions et le pont à faire entre tout ça. On va aussi accueillir Monsieur Vasseur qui va nous présenter un petit peu le potentiel sur les territoires régionaux. Et puis, un petit changement de dernière minute que vous l'avez peut-être remarqué, mais Marie-Christine Aubateau, qui représente aussi l'enjeu de la recherche, passe dans cette première section pour première partie, qui va non pas se finir à 15h à peu près, mais à 15h40. Voilà, pour ceux qui étaient un peu pointilleux sur les horaires, voilà, à peu près, on a un décalage dans cette première grande partie qui va présenter les grands contours du biomimétisme. Puis une deuxième partie où on vous propose de vous rapprocher un peu plus des acteurs qui font et qui construisent le biomimétisme sur le territoire pour présenter un panel d'acteurs qui sont bien inspirés, que ce soit dans le milieu de la pédagogie, que ce soit dans le milieu de la transmission ou même de start-up. l'Énergie aujourd'hui qui nous a présenté ce beaucoup. Voilà à peu près. Puis il y aura des phases de questions-réponses tout au long du parcours. Vous aurez un peu le temps à chaque fin de grande session de venir poser vos différentes interrogations sur ces axes-là. Et à la fin, on va essayer un peu de débattre quel potentiel demain, quelle opportunité, quelle vision pour le territoire Hauts-de-France. Et c'est un peu la question qu'on voulait aujourd'hui poser entre nous et avec vous.
pour percevoir et peut-être embarquer une nouvelle section, une nouvelle aventure autour des enjeux du biomime sur le territoire de France. Parce que beaucoup de régions s'en saisissent. Vous allez pouvoir le voir un petit peu dans la présentation de Kalina. Mais le territoire de France, c'est quand même là où est apparu le CIBIOS initialement. Et donc, il y a un beau potentiel à déployer ça sur ce territoire-là. Voilà, on va peut-être laisser maintenant la main à Philippe pour introduire cette session de manière un peu plus officielle. Alors, je ne sais pas très bien où on en est. Juste ce que je n'ai pas rappelé, donc il y a 150 inscrits pour ce webinaire. Actuellement, nous sommes 73 connectés, donc j'espère que d'autres vont nous rejoindre d'ici quelques minutes. Bon, donc effectivement, c'est un événement qui a trouvé son audience. Et alors, donc, effectivement, on a proposé à Philippe Vasseur, donc, qui préside la mission REF3 dans la région de France, donc mission qui est une mission portée par la région de France et par la Chambre de commerce. Donc, Philippe Vasseur qui a lancé cette dynamique troisième révolution industrielle REF3 depuis un certain nombre d'années déjà. Donc avec l'appui de Jérémy Rifkin. Et donc effectivement, cette thématique du biomimétisme est une thématique qui vient enrichir la dynamique troisième révolution industrielle, REF3. Voilà, donc on espère que Philippe Vasseur va pouvoir nous rejoindre d'ici peu pour faire cette intervention. Oui, parce que les enjeux du biome, donc Philippe nous suit depuis pendant quelques années sur le déploiement du biomimétisme. Ça fait c'est publicité déjà dans la REF3 et même dans d'autres. Jeremy Rifkin, que vous avez peut-être même entendu parler, et en parler déjà, le déploiement de la bioinspiration comme un levier d'innovation, mais aussi d'inspiration fort pour la transformation de notre regard porté sur l'innovation, la technique. Et ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir l'intervention de M. Vasseur pour embarquer, faire le pont entre justement cette stratégie régionale, montrer en quoi il y a des corrélations avec la démarche d'innovation de l'INSPIRE. Alors, en attendant qu'ils puissent nous rejoindre, quelques indications sur le déroulement de l'après-midi. Donc, Hugo a présenté les 2 temps. Donc, on aura des temps de questions. Alors, pour les questions, donc, vous voyez sur cette plateforme, donc, nous avons un onglet chat. Donc, effectivement, un bon nombre d'entre vous nous ont salués donc, en utilisant cet onglet. Et à côté, vous avez un onglet questions. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est, vous pouvez continuer à utiliser le chat pour différents échanges. On vous mettra aussi quelques informations ou liens dans ce chat. Pour les questions, utilisez, si vous voulez bien, plutôt l'onglet questions qui est à côté. Donc, les questions, vous pouvez les noter au fur et à mesure qu'elles vous viennent, au fur et à mesure des intervenants. Et Yasmine et nous, enfin Yasmine en particulier, donc dépouillera ces questions. Donc on vous invite aussi, lorsque vous formulez les questions, à vous présenter. Bon, peut-être votre prénom, votre nom, et puis dire d'où vous parlez, si je puis dire. Enfin, ça, évidemment, ça va être trop long. Voilà. Et donc, à la fin de chacune des 2 séquences, on aura ce temps de questions. Donc, on reprendra donc les questions que vous aurez formulées, puisque vous avez bien compris que vous ne pouvez pas les poser de manière orale. C'est le fonctionnement webinaire, mais par écrit. Voilà, et donc effectivement, comme le dit Yasmine dans le chat, il y aura un replay de cet événement, et il y aura aussi donc un replay donc qui est la matière brute, l'ensemble de l'enregistrement de notre après-midi. Et puis il y aura aussi quelques jours ou peut-être 2 ou 3 semaines plus tard, ou voire plus, je ne sais pas quels sont les délais d'HDFID, donc une version plus courte, plus synthétique, avec une série d'extraits de cet après-midi, comme ce le sera pour tous les événements de ces rencontres régionales recherche et innovation. Voilà. Alors, Philippe Vasseur, est-ce que vous nous entendez?
Si vous nous entendez, écoutez, on vous invite à monter sur scène. Monsieur Waffer, normalement, se prépare. Il a été convié à monter sur scène et ça charge, apparemment, ça n'a pas l'air très simple. Très bien. Et juste aussi pour revenir peut-être sur ce collectif qui s'est structuré maintenant depuis plus d'un an sur les enjeux du biomime, c'est quelque chose qu'on observe aussi sur plein d'autres territoires. Pas mal de collectifs qui semblent intéressés et on sent voilà, qu'il y a une, comme disait Loïc, le webinaire a trouvé son public et parce qu'il est déjà présent en fait, il y a déjà cette intention, cette envie de structurer et d'embarquer sur cette démarche-là et de structurer plus d'outils, plus d'écosystèmes, plus de liens entre les acteurs qui s'y intéressent, que ce soit même faire des ponts, arriver à faire des ponts entre la recherche, l'industrie, la pédagogie sur les enjeux du biomime. Donc, voilà, c'est des choses qu'on essaie d'accompagner, de déployer sur d'autres territoires. Maintenant, on sent que ça fait plus d'un an qu'on a cette manne d'acteurs en territoire Hauts-de-France qui commence à essayer de se structurer. On espère pouvoir en 2021 peut-être passer une autre étape et on espère que ce premier webinaire puisse poser les bases d'une première réflexion commune partagée avec tout le monde. Ce que tu peux peut-être faire, Hugo, c'est oui, enfin, tu l'as déjà un peu fait, présenter les intervenants de la première séquence. Et s'il n'y a pas plus à dire, bon, peut-être que Kalina peut commencer et si elle accepte de s'interrompre au moment où Philippe Vasseur nous a rejoint. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Kalina Raskin, directrice générale du CBIOS. Absolument aucun problème, évidemment, pour interrompre l'intervention dès que Philippe Vasseur sera parmi nous. Merci. Bienvenue, Kalina. Donc, Kalina Raskin, directrice du CBIOS, qui va nous faire le plaisir de nous présenter un peu plus en détail les enjeux du biométisme, les concepts et aussi le potentiel de déploiement sur le territoire français. Voilà. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais pouvoir passer les diapositives, effectivement. Donc, moi, j'ai l'immense plaisir de diriger, effectivement, le CBIOS, qui est le Centre d'études et d'expertise dans le domaine du biomimétisme au niveau national. Et l'objectif de la présentation qui va suivre est de pouvoir vous dresser, finalement, à la fois une rapide introduction sur de quoi on parle précisément quand on parle de biomimétisme, de bioinspiration, de biomimétique. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés aujourd'hui et qui couvrent finalement des déclinaisons et des nuances différentes de cette inspiration du vivant. Ensuite, on passera en revue quelques enjeux sectoriels, mais sans rentrer dans les détails, puisque un certain nombre d'exemples seront donnés par les témoignages des différentes entreprises, par les témoignages des différents laboratoires de recherche représentés aujourd'hui. Donc, l'objectif n'est pas de faire un panorama, finalement, catalogue d'exemples. Il y a pléthore de ressources pour cela. L'idée, c'est plutôt de vous apporter, finalement, cette vision d'ensemble de l'opportunité qu'apporte l'approche, d'une part, et quel est le contexte national finalement, quels sont les enjeux de ce développement national et comment ça se décline dans les différents territoires et ça pourra se décliner en territoire Hauts-de-France en particulier, ce que nous espérons. Donc quelques éléments effectivement introductifs sur cette distinction entre les différents termes. La bioinspiration est un mot, le mot bioinspiration finalement est un mot assez chapeau qui veut dire de façon très générique s'inspirer du vivant pour innover et qui intègre aussi bien des démarches, on va dire, purement artistiques et que là on a pris des démarches artistiques typiquement plutôt, on va dire, structurel, objet, bâtiment. On pourrait également imaginer que la bioinspiration s'applique finalement sur d'autres typologies d'influence culturelle et artistique. Et très souvent, cette bioinspiration, elle s'est traduite par ce qu'on appelle du biomorphisme, c'est-à-dire la copie d'une certaine morphologie, parce qu'elle va rappeler la biologie et le vivant, mais il n'y a pas forcément, si vous voulez, de recherche, de compréhension plus fine des fonctionnalités associées à ces formes et finalement de transposition technique et fonctionnelle à ces objectifs-là. Donc la bioinspiration, le biomorphisme sont plutôt, voilà, la bioinspiration c'est le mot chapeau, mais qui n'est pas forcément scientifique, et le biomorphisme c'est vraiment copier la forme. Donc là on est vraiment sur historiquement ce qui a été la naissance finalement
de cette approche transdisciplinaire et pluridisciplinaire. Ensuite, a émergé, parce que la science a progressé, aussi bien dans le domaine de la biologie que dans d'autres grandes disciplines, d'autres secteurs d'activité, la science, donc la science de transfert de connaissances de la biologie vers d'autres disciplines. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la biomimétique. Et je pense que la plupart d'entre vous maintenant, voilà, il y a une très grosse couverture médiatique autour du biomimétisme, donc je pense que la plupart d'entre vous êtes très familiers de ces exemples-là, mais s'il y avait besoin, je vous les rappelle. Le velcro, donc velcro qui est la contraction de velours crochet, hein, pour dire que des crochets s'accrochent finalement à des fibres que vous connaissez tous, que vous portez tous, et donc il y a une grande réussite et un succès industriel. Est issu finalement de l'observation de la capacité d'un certain nombre de végétaux d'adopter ce qu'on appelle la zoochorie, c'est-à-dire le fait d'être transportés par des animaux. Et donc, en l'occurrence, voilà, la fleur de Bardane a influencé finalement l'inspiration pour développer le velcro. Ce n'est pas la seule, hein, c'est une stratégie qui est largement adoptée par d'autres plantes. Ensuite, vous avez un effet qui est bien connu, qui est l'effet déperlant du lotus. Donc ce végétal a la capacité d'être super hydrophobe, c'est-à-dire de repousser l'eau. C'est assez spectaculaire, hein, je vous encourage, si vous avez, il y en a souvent dans les bassins municipaux, et donc je vous encourage à ne pas confondre avec le nénuphar. Donc le lotus, si vous jetez des gouttes d'eau, de l'eau à sa surface, elles vont avoir une tendance à déperler, et donc ça c'est dû à une structuration bien particulière de la surface de la feuille. Et l'effet donc super hydrophobe, repoussoir et déperlant de l'eau est dû à la fois à la topologie de la surface, c'est-à-dire au relief de la surface, et à la chimie de cette surface-là. Et ça fait maintenant plusieurs décennies que c'est répliqué dans le domaine du traitement des surfaces, des peintures ou éventuellement même des textiles. Un autre exemple un peu emblématique qui est le reprofilage aérodynamique d'un TGV japonais en s'inspirant de la forme du bec du martin pêcheur, puisque ce TGV devant rentrer à grande vitesse dans des tunnels, ça génère une surpression qui avait pour conséquence des vibrations et une perte en termes, enfin une augmentation, on va dire plutôt de la consommation énergétique. C'est à peu près la même problématique de physique que lorsqu'on doit passer d'un milieu à un autre. Et par chance, dans l'équipe, il y avait par chance dans l'équipe, pardon, j'ai perdu mon écran. Vous le voyez toujours? Oui, c'est bon. Dans l'équipe, il y avait un ornithologue, donc un expert des oiseaux, et qui s'est dit finalement la problématique de mon train, c'est exactement la même que celle d'un martin pêcheur qui doit franchir à grande vitesse l'interface air-eau, et pourquoi pas reprofiler effectivement le TGV de cette façon-là, ce qui a eu les effets escomptés, à savoir une réduction des vibrations et une amélioration de la performance énergétique du train. Un autre exemple, alors celui-ci que tout le monde connaît, en tout cas tous ceux qui ont voyagé sur les dernières 10 années en avion ou 15 années en avion, c'est la systématisation de courbures au niveau des ailes, des avions qui reprennent les courbures de ces grandes plumes aux extrémités des ailes des oiseaux qu'on appelle les rémiges, et qui sont particulièrement développées chez les rapaces, et qui se courbent, et cette courbure permet d'améliorer la portance et donc de limiter la consommation énergétique des aéronefs. Donc ça, ce sont ces exemples voilà, assez classiques de biomimétique, donc de compréhension plus fine d'un phénomène biologique et de transfert vers le monde industriel. Donc tout ça, ce sont on va dire des exemples relativement anciens, c'est-à-dire qui ont entre 10 et 15 ans, qui ont montré leur réussite industrielle, et on verra qu'il y en a maintenant plein d'autres qui se sont développés depuis. Et puis, il y a cette démarche de biomimétisme qui est celle qui nous tient à cœur, et qui est finalement l'évolution assez naturelle en termes d'ambition de l'approche, qui est d'intégrer finalement non seulement des composants d'un système et ou des réflexions sur un enjeu technique en particulier, mais c'est vraiment de se poser la question d'un point de vue du fonctionnement, des processus utilisés, des interactions entre les espèces, des interactions entre les différents systèmes biologiques,
Et force est de constater, on le reverra juste après, que finalement, la façon dont les espèces vivantes s'organisent, les processus auxquels elles font appel, sont très convergents par rapport aux perspectives qu'offre aujourd'hui la soutenabilité, en tout cas les enjeux de développement durable, et on le verra juste après. Donc ce qui nous intéresse dans cette sémantique du biomimétisme, c'est d'aller au-delà de la bioinspiration, du biomorphisme et de la biomimétique, mais vraiment la compréhension du point de vue de la logique des systèmes, de ce que le vivant peut nous apporter en termes de développement sociétal. C'est la raison pour laquelle voilà, ce schéma essaie de récapituler un petit peu les différentes terminologies. Il faut voir que ces terminologies-là, ce sont pas tout simplement nos propres réflexions CBIOS, c'est vraiment une réflexion internationale qui a été menée dans le cadre d'un groupe de travail ISO, l'ISO TC 266, et il y a eu voilà, notamment un des documents issus de ce travail de normalisation internationale qui permet de définir les termes. Et donc, comme vous le voyez, le biomimétisme, finalement, est un recouvrement entre l'approche scientifique ou inspirationnelle métaphorique et l'éco-conception. Donc, au-delà de ces quelques exemples que je vous ai cités tout à l'heure, qui sont les grands classiques, et je vous dis, il y en a maintenant pléthore d'autres, et on en aura quelques exemples tout à l'heure, il y a réellement une tendance de fond dans l'évolution du biomimétisme au niveau international, avec une explosion de la littérature scientifique, la même évolution qu'on retrouve également dans les brevets, dans des domaines qui sont essentiellement les domaines de la chimie, des matériaux et de l'ingénierie. Et on y reviendra tout à l'heure sur cet enjeu de la chimie et des matériaux, qui est un intérêt récurrent au niveau international, mais également au niveau national, avec des déclinaisons qu'on espère très concrètes et très opérationnelles sur ces sujets-là dans les prochaines années. Donc, reflet de cette explosion finalement de la littérature scientifique, c'est l'explosion de son transfert dans le domaine économique, avec aujourd'hui un grand nombre de produits commercialisés, et les choses s'accélèrent encore dans l'ensemble des secteurs industriels. Je vous invite, si vous voulez, à avoir finalement un catalogue, un panorama d'exemples du biomimétisme. Il y a notamment cette galerie qui a été réalisée par un acteur d'ailleurs des Hauts-de-France, qui s'appelle l'entreprise Newcorp, pour la personne d'Alain Renaudin, et qui a fait cette biomime galerie, qui en fait présente toute une série comme ça d'inspirations avec voilà, les caractéristiques de l'espèce ou du système vivant observé, et puis finalement sa transposition dans le domaine organisationnel ou économique. Donc, je vous invite à parcourir ces ressources-là pour pouvoir avoir plus d'exemples, et on en passera encore d'autres ressources où vous aurez comme ça toute une série d'illustrations de la façon dont très concrètement ça a pu être appliqué. Donc, je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans le biomimétisme, c'est finalement de constater la convergence entre le cahier des charges vivant et, on va dire, le cadre opératoire des systèmes biologiques et les grandes orientations aujourd'hui industrielles et politiques en termes de transition écologique, d'innovation alternative. Et donc, ce qui est intéressant dans le biomimétisme, c'est cette capacité à conjuguer à la fois ce besoin d'innover, puisqu'on voit bien qu'on arrive à la limite d'un certain nombre de techniques, de technologies ou de processus par les voies conventionnelles. Donc, il y a un besoin d'innover différemment et d'être en rupture. Et par ailleurs, les enjeux de la transition écologique sont de plus en plus pressants, et donc il faut pouvoir conjuguer finalement les deux, la capacité technique, la viabilité économique et la prise en compte évidemment impérieuse des enjeux de la transition écologique. Et donc si on regarde un petit peu ces grands axes finalement d'orientation industrielle ou politique, ils sont totalement convergents avec la façon dont les systèmes biologiques fonctionnent. Puisque si on regarde par exemple le pilier de l'énergie, miser sur l'énergie solaire, séquestrer et recycler le CO2 atmosphérique à des fins de développement de carburant, optimiser la consommation et diversifier les ressources, c'est exactement la façon dont n'importe quel système biologique
fonctionne. Je donne là à titre d'exemple des compétences remarquables en France sur la photosynthèse artificielle qui sont portées donc dans le cadre d'un projet européen qu'on appelle un projet ITN sur le développement de cellules photosynthétiques artificielles dans la perspective de la production d'hydrogène par voie sobre. Et donc ça, c'est le projet eScale, et ça, je vous encourage à aller le regarder. Hein. C'est un gros programme européen qui est mené par des Français. On aura le plaisir tout à l'heure d'écouter les développements de l'entreprise Ilenergy, hein, qui contribue également par voie alternative à récupérer l'énergie des courants marins en étant bio-inspirés. Dans le domaine des matériaux, finalement, les matériaux biologiques dans toute leur diversité, on va y revenir, on va en reparler un peu plus en détail tout à l'heure. C'est un petit peu le Graal de ce que cherche à faire tout ingénieur aujourd'hui, développeur de matériaux, puisque les matériaux biologiques ont des propriétés extrêmement diverses, très nuancées en fonction des différents environnements, avec une très grande multifonctionnalité, avec évidemment des propriétés en termes de transition écologique remarquables, puisque pour la plupart des matériaux, ils sont recyclables et recyclés, et tout en étant réalisés dans des processus complètement doux de manufacture et avec des atomes qui vont être abondants. Tous ces processus-là de fabrication de matériaux reposent sur une chimie douce, une chimie verte, alors pas dans le sens biosourcé, mais une chimie douce, durable. Et si vous regardez un peu les principes de cette chimie douce et cette chimie verte qui ont été élaborés dans les années 90 par les grands industriels et qui disaient, voilà, quel est le cap à suivre voilà, pour le développement de la chimie au XXIe siècle, eh bien, ils listaient 12 principes et ces 12 principes sont exactement les principes de la chimie du vivant. Hein, donc se baser sur des composés abondants, principalement carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre, quelques minéraux, des métaux mais à l'état de trace pour faire ce qu'on appelle la catalyse, des températures et des pressions modérées, de passer de plus en plus en des solvants de type aqueux, donc l'eau, c'est exactement voilà, les principes de la chimie du vivant. Et donc, finalement, aujourd'hui, il y a une tendance à préconiser un interfaçage de plus en plus fort entre la chimie conventionnelle et ce qu'on appelle la biochimie. L'entreprise Titium, par exemple, est une entreprise française qui développe des cols chirurgicales bio-inspirés de la chimie de la salive de certains vers marins qui sont capables d'agréger des grains de sable entre eux en solution saline, donc assez proche des conditions physiologiques d'un corps humain. Et donc, c'est une des startups un peu phares au niveau national dans le domaine du médical sur le développement de matériaux à la chimie alternative et qui est entièrement bio-inspiré. Autre domaine majeur, dans une société qui devient de plus en plus numérique et qui essaye de plus en plus d'optimiser la circulation de l'information, il faut voir que l'information, depuis son origine biologique, dès les tout premiers brins d'ADN, le vivant a misé sur l'information et l'information joue un rôle clé dans toute l'organisation de n'importe quel système biologique. C'est la raison pour laquelle la plupart des systèmes biologiques, y compris un corps humain, il est bourré de capteurs, de senseurs, avec des systèmes d'intelligence entre guillemets collective neuronale assez remarquables, des capacités de faire du stockage moléculaire de l'information, que ce soit sous forme d'ADN ou au niveau chimique dans des neurones pour pouvoir typiquement adresser les problématiques de mémoire. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus les sciences cognitives d'une part et les sciences de l'intelligence artificielle et du numérique, donc technologie de l'information et de la communication, s'intéressent à la façon dont les systèmes biologiques gèrent justement cette information-là. Tant en termes de process de traitement du signal, que d'encodage, que de stockage, que de support même, liés au développement de cette circulation d'informations. Par exemple, il y a une simulation, une modélisation qui a été réalisée montrant que si on voulait stocker sur ADN l'ensemble des connaissances humaines aujourd'hui stockées dans des serveurs classiques, il faudrait 1 kg d'ADN seulement pour pouvoir stocker l'ensemble du savoir de l'humanité en termes de compacité. Donc, avec cet avantage qu'une technologie à base d'ADN serait une technologie non obsolète, sans obsolescence, puisqu'on aura a priori toujours besoin de pouvoir justement gérer, en tout cas, et d'être performant du point de vue de l'ADN. Gestion de l'eau également est un enjeu majeur qui se fait déjà sentir dans plusieurs régions, pas seulement hors de France, mais également en France. Et l'eau étant
évidemment une molécule absolument fondamentale à toute forme de vie sur Terre, eh bien, le vivant excelle dans sa capacité à la collecter en milieu aride, à gérer sa surabondance, à la purifier, à la filtrer, ou encore à la stocker, à la transporter, à la distribuer. Donc, également, dans ces domaines-là, il y a de très fortes innovations possibles. Je refais le focus dans le domaine des matériaux en particulier. Donc les matériaux biologiques dont la diversité est très modestement illustrée ici, hein, bien sûr, c'est beaucoup plus large que cela, a une composition chimique, comme je le disais tout à l'heure, qui est relativement simple, avec des atomes très abondants. Hein. Vous avez quasiment une superposition parfaite entre l'abondance relative des éléments dans l'environnement et ceux qui vont être en fait effectivement utilisés par les systèmes biologiques. Cette composition chimique relativement simple est compensée pour la performance, en tout cas technique, de ces matériaux et l'acquisition d'une telle diversité dans la synthèse de ces matériaux biologiques-là, de niveaux d'organisation extrêmement imbriqués les uns dans les autres. Donc, depuis les échelles moléculaires jusqu'aux échelles visibles, voire macroscopiques, hein, telles que typiquement de très grands végétaux, eh bien, le vivant structure la matière à de multiples strates d'échelle, et c'est cette structuration et ces niveaux d'organisation qui confèrent finalement aux matériaux biologiques un certain nombre de propriétés. Ce qui est remarquable dans ces matériaux biologiques, c'est qu'ils sont également multifonctionnels, c'est-à-dire que pour un seul et même matériau, vous allez avoir plein de fonctions associées. Là, je donne l'exemple là que vous voyez sous le titre multifonction, c'est l'aile d'un papillon morpho. Donc, une couleur bleue iridescente, sans doute que la plupart d'entre vous ont déjà vu dans des musées ou dans des cabinets de curiosité. Et donc, si on regarde au microscope en coupe voilà, transverse cette aile de papillon, ce qui est la photographie que vous avez juste en dessous, eh bien, cette aile de papillon, elle est constituée d'une molécule qui s'appelle la chitine, qui est la même molécule que celle qui compose finalement les cuticules des insectes, ou encore la paroi des champignons, ou encore la carapace des crustacés, et pour un seul et même matériau, parce que vous avez cette architecture assez complexe sous forme de peigne, eh bien cette structure, elle est capable d'interagir avec la lumière pour générer de la couleur bleue, elle est capable, par ses espacements à la surface, de générer finalement des propriétés hydrophobes et déperlantes sur l'aile, et puis par ailleurs aussi parce qu'il y a cette interaction optique, de jouer un rôle de filtre thermique, puisqu'elle est capable d'irradier un certain nombre d'infrarouges lorsqu'il commence à faire trop chaud. Donc un seul et même matériau pour avoir toutes ces propriétés-là, là où nous en général on est obligé d'en assembler un certain nombre pour obtenir ces caractéristiques-là. Se pose néanmoins, sur la base de cette sophistication de la matière, ça se base néanmoins sur un processus de fabrication qui est bien spécifique au vivant, par auto-organisation de la matière ou par une fabrication couche par couche, et donc se posent des enjeux de manufacture de ces matériaux-là. Donc heureusement, il commence à y avoir toute une série de nouvelles technologies aujourd'hui de fabrication qui voient le jour, de manipulation de la matière à des échelles nano et micrométriques, de la capacité à faire de la manufacture additive à quasiment toutes les échelles, et ou encore des phénomènes comme la photopolymérisation UV qui permettent aujourd'hui de faire quand même des choses de plus en plus innovantes dans le domaine des matériaux et de fabriquer des matériaux de plus en plus complexes. C'est parce que il y a justement cet enjeu remarquable au développement de matériaux qui ressemblent aux matériaux biologiques, et à cette très grande diversité de matériaux. Il faut voir que on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 10 millions d'espèces sur Terre. Seuls 2 millions ont été étiquetés, c'est-à-dire identifiés, et parmi celles-là, une infime partie finalement réellement étudiée, et encore par les biologistes, et encore une plus petite partie étudiée, on va dire, par des ingénieurs dans la perspective, finalement, de faire de la bioinspiration. C'est la raison pour laquelle, quand on s'intéresse aux matériaux bioinspirés aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent un peu à ce sujet-là, souvent, on parle toujours un peu des mêmes modèles,
la soie de l'araignée qui est hyper résistante, les pattes du gecko qui collent aux vitres, le byssus de la moule qui lui permet de s'accrocher à son rocher, l'aile de la cigale qui est antibactérienne. Et donc finalement, il y a eu quelques comme ça modèles un peu phares sur lesquels, à un moment donné, un jour, un physicien ou un chimiste ont décidé de travailler avec des biologistes pour pouvoir avoir finalement ces données sur ces matériaux-là. Et ensuite, tout le monde s'est jeté dessus parce que finalement, enfin, quelqu'un avait décidé d'acquérir finalement des données sur ces matériaux-là. Et donc finalement, par rapport au champ des possibles, il n'y en a qu'une infime partie aujourd'hui qui est réellement exploitée et utilisée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons candidaté l'année dernière au programme d'investissement d'avenir dans le cadre d'un programme qui s'appelait l'accompagnement à la transformation des filières, visant à accélérer considérablement l'acquisition de nouvelles données autour des matériaux biologiques dans la perspective de développer des matériaux bioinspirés. Et donc nous sommes extrêmement heureux d'avoir été lauréats de ce programme, et ce programme démarrera à compter de 2021 en partenariat étroit avec le Muséum d'histoire naturelle, qui dispose de 70 millions de spécimens biologiques, qui dispose bien sûr également d'un très grand nombre d'experts et d'expertises et ou de bases de données, de ressources sur cette question relative aux matériaux biologiques et à leurs propriétés. Et également aux côtés du pôle Raw Materials, avec lequel nous avons une relation historique, Olivier Varlet tout à l'heure y reviendra, pour pouvoir être en capacité, depuis la donnée biologique jusqu'au prototypage, d'accompagner le développement et l'accélération de matériaux bio-inspirés. Donc s'il y a des questions, on pourra revenir plus en détail, plus spécifiquement sur cette plateforme-là. Si on prend un peu de hauteur, donc je vous ai parlé là pour l'instant surtout de déclinaisons techniques, technologiques du biomimétisme, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine des matériaux, de la chimie ou encore de la gestion de l'information et du signal. Si on prend un peu de hauteur et donc on revient sur cette compréhension des mécanismes biologiques au niveau des écosystèmes, eh bien, les approches de type agroforesterie, agroécologie, voire permaculture sont finalement de la bioinspiration et ça s'appelle pas du biomimétisme, mais de la bioinspiration, mais au final, ça revient au même puisque c'est la compréhension finalement fine des interactions interespèces, des cycles naturels biologiques des différentes espèces, de la compréhension de ce qui se passe aux différentes strates de végétation, les interactions faune-flore, comprendre comment ces écosystèmes naturels fonctionnent et sont très productifs pour essayer de reproduire ça finalement dans des systèmes à vocation alimentation humaine. Et donc on a déjà finalement de la bioinspiration et du biomimétisme dans le domaine agricole, en tout cas sur le maraîchage, sur ces aspects-là. Dans un autre domaine, il y a un intérêt croissant sur ces approches-là pour le développement de projets urbains plus résilients, voire régénératifs, en comprenant finalement comment les écosystèmes naturels fonctionnent et comment ce qu'on appelle les services écosystémiques, donc les services rendus par les écosystèmes, pourraient être répliqués dans le domaine de l'architecture et des aménagements urbains pour que ces infrastructures demain soient pensées pour rendre à minima les mêmes services que les services rendus par les écosystèmes, donc purifier l'air, purifier l'eau, accueillir la biodiversité, recueillir de l'énergie, la stocker, et faire en sorte que finalement tout ceci soit régénératif sur le long terme. Il y a actuellement plusieurs travaux de thèse qui sont menés et des labellisations internationales qui prennent en compte ces cahiers des charges extrêmement ambitieux. Enfin, un autre domaine qui est un peu moins mature et mûr, mais qui se développe de plus en plus, et on en aura un témoignage tout à l'heure, c'est d'un point de vue organisationnel, que ce soit en termes de gouvernance, de prise de décision, encore un nouveau modèle économique. Est-ce que l'observation des systèmes biologiques et des écosystèmes permettrait finalement de nous aider à développer des organisations alternatives? Alors jusqu'à très récemment, c'était essentiellement de la métaphore, mais de plus en plus de personnes essayent aujourd'hui de transformer la métaphore en modèle et de trouver effectivement les bons niveaux d'analogie pour pouvoir transférer les connaissances depuis l'écologie, la biologie, vers les sciences humaines et sociales. Finalement,
de façon assez naturelle le biomimétisme dans sa dimension voilà plus systémique telle que celle que j'abordais tout à l'heure vise à voilà, remettre en question finalement cette première vision du développement durable qui avait été proposée par Alain Villain dans les années 90 pour aller vers finalement cette vision-là, la vision de René Passé, où voilà, il y a d'abord une première sphère qui est la sphère de l'écologie et de la biosphère, dans laquelle doit s'insérer l'humain et le social, et dans laquelle doit s'insérer l'économie. Et ça peut paraître trivial aujourd'hui, mais ça n'est pas tant que ça, et on a été assez longtemps finalement tributaire d'une vision à trois pôles qui devait voilà se chevaucher, et non pas de trois pôles qui sont imbriqués. Et le fait d'avoir cette vision-là imbriquée change radicalement la façon dont on pose les questions, dont on va fixer un certain nombre de contraintes et donc les orientations qu'on prendra en termes d'innovation demain. Donc, ce qui nous intéresse dans la biomimétisme, c'est sa capacité aujourd'hui à répondre à un certain nombre d'objectifs du développement durable. On a écrit un certain nombre de rapports dans lesquels justement une déclinaison du biomimétisme et d'exemples de bioinspiration selon les objectifs de développement durable est proposée, et je vous orienterai vers ces ressources-là. Quelques éléments peut-être autour du contexte international dans lequel voilà, nous sommes aujourd'hui autour de cette bioinspiration du biomimétisme. Donc vous vous rappelez, je vous ai montré que finalement ces courbes de production scientifique et de brevets augmentaient partout dans le monde. Après, en termes de répartition dans le monde, c'est principalement la Chine et les États-Unis aujourd'hui qui sont producteurs de connaissances dans le domaine, sans surprise, hein, au regard de la taille de ces pays et du nombre d'établissements scientifiques, ça paraît tout à fait normal. Mais si on faisait le cumul de l'ensemble des pays européens, l'Europe serait à près de 40% des publications mondiales. Au niveau européen, quelques pays se distinguent non pas tant par les compétences académiques, puisque partout vous avez, on va dire, des grandes universités, des grands établissements d'enseignement supérieur dans lesquels vous avez plusieurs grandes thématiques représentées, grands domaines scientifiques représentés. En général, vous avez des laboratoires dans le domaine du biomimétisme. Donc j'ai envie de dire, les travaux de bioinspiration, ils sont répartis de façon assez homogène au regard du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les différents pays européens. Néanmoins, certains pays se distinguent par leur, on va dire, intégration stratégique et structurelle de la démarche comme voilà un axe prioritaire de recherche, et avec donc des démarches ambitieuses en ce sens. Donc l'Allemagne, clairement, s'est saisie du sujet il y a une vingtaine d'années. La Suisse leur a emboîté le pas, on va le voir juste après, il y a maintenant environ 5 ans, avec le développement de centres de recherche extrêmement ambitieux. Le Royaume-Uni est en train de monter en puissance autour de l'enjeu de la manufacture bio-inspirée. Et en France, voilà, en France, les choses se structurent, les choses ont beaucoup évolué ces 5 dernières années, et on y reviendra juste après. Donc l'Allemagne, donc sans surprise, hein, je vous dis, les matériaux, la chimie, c'est ce qu'on observe le plus à l'échelle internationale, et donc c'est sans surprise qu'en Allemagne, c'est essentiellement dans ce domaine-là que ça s'est développé depuis une quinzaine d'années maintenant, avec des centres de recherche allant depuis les bases voilà, de bioinspiration moléculaire jusqu'au domaine architectural, donc à des très grandes échelles. Le dernier en date étant la création donc d'un cluster dédié aux matériaux bioinspirés, le LIVMAT-S, pour un montant de 50 millions d'euros, pour pouvoir donc articuler finalement des initiatives de recherche et de développement économique dans le domaine des matériaux bioinspirés. Donc, comme je vous le disais, la Suisse leur a emboîté le pas aussi dans le domaine des matériaux, hein, avec une fédération des plus grandes universités suisses, Zurich, Genève, Lausanne, Fribourg en Suisse, autour de ces questions des matériaux bioinspirés, avec une très forte volonté de transfert vers le monde économique. En France, alors la France n'a absolument rien à envier à ses voisins qui se sont pourtant, on va dire, positionnés peut-être plus tôt que nous sur ces sujets-là, puisque la France dispose de au moins 200 équipes de recherche dans le domaine du biomimétisme autour des matériaux, de la chimie, de l'énergie. Donc on a près de 40% des compétences nationales qui sont dans le domaine des matériaux et de la chimie, hein, donc on suit toujours ces grandes tendances mondiales. Et ce qui distingue réellement probablement la France d'un certain nombre d'autres pays, c'est son patrimoine biodiversité exceptionnel, puisque la France dispose de près de 10% de la biodiversité mondiale, du second
d'espace maritime au monde et donc du second accès privilégié à la biologie marine, et puis des collections, enfin un muséum d'histoire naturelle qui fait partie des 3 plus grandes institutions mondiales en termes de connaissances du vivant, avec près de 70 millions de spécimens, ce que je vous disais tout à l'heure, dans le cadre du projet que nous avons en commun et qui démarre l'année prochaine. Donc ça, c'est la répartition des laboratoires, hein, donc vous avez près de 40% qui sont sur les matériaux et la chimie, et ensuite c'est essentiellement les technologies de l'information et de la communication qui ressortent. Comme c'est toujours important effectivement de discuter de pépites et de start-up, il y a eu sur les quelques dernières années de très belles entreprises, de très belles start-up qui sont nées dans le domaine du biomimétisme. Another Brain, Arribal et Prophecy sont des entreprises issues dans le monde des technologies de l'information et de la communication. Another Brain développe en gros, je vais pas rentrer dans les détails, des processeurs bio-inspirés. Arribal développe un nez artificiel permettant finalement un diagnostic et un suivi de l'environnement sur la base de traces olfactives versus d'autres typologies de systèmes d'observation. Et Prophecy développe des caméras radicalement innovantes permettant une très grande rapidité d'analyse et une très grande baisse de l'énergie nécessaire finalement à la gestion des informations de type vidéo. M2I Life Science développe des phéromones artificiels pour lutter contre les parasites et ravageurs de grandes récoltes. Et Marina développe des substituts sanguins permettant de révolutionner la greffe, hein, puisque grâce à ces technologies-là, on peut conserver des greffons pendant plusieurs jours versus quelques heures. CoreWave développe des membranes ondulantes pour pompes cardiaques inspirées des mouvements des espèces marines. Tithium, on en a parlé tout à l'heure, c'est ceux qui fabriquent les cols issus inspirés de la salive des vers marins. Et puis Il Energy, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont ces hydroliennes ondulantes que Franck présentera juste après. En termes de prise en compte institutionnelle, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la liste. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dès 2007, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques citait le biomimétisme comme l'outil de la prochaine révolution industrielle et comme un argument remarquable en faveur de la conservation de la biodiversité. Depuis, c'est principalement le ministère de l'écologie qui s'est saisi de la démarche et le biomimétisme a été intégré dans plusieurs plans de l'État, le plan pour la biodiversité, le plan pour la bioéconomie. En particulier sur les quelques derniers mois, il y a eu une accélération avec l'intégration du biomimétisme et de la bioinspiration comme un des grands axes prioritaires du contrat d'objectifs et de performance du CNRS. Et enfin, la publication et une remise d'un rapport à l'Élysée, à plusieurs conseillers du président de la République, le conseiller transition écologique, le conseiller développement économique et le conseiller recherche du président de la République, un rapport qui a été élaboré en partenariat avec France Stratégie, qui est un organe directement rattaché au cabinet du Premier ministre pour pouvoir élaborer une veille et une prospective de sujets majeurs pour l'État. Et donc ce rapport a été remis donc, comme je vous le disais, à l'Élysée, avec une très forte attention portée justement sur cette stratégie et cette approche au niveau national. C'est dans ce contexte général que CBIOS a été créé il y a maintenant 6 ans, notamment sur le territoire des Hauts-de-France, en partenariat avec des collectivités, bien sûr, à l'initiative de la ville de Senlis, en partenariat avec d'autres collectivités du territoire et des pôles de compétitivité, dont le pôle Eura Materials, qui fait partie des membres fondateurs et également administrateurs de notre structure. Nous nous sommes collectivement fixés 6 principaux objectifs et 6 grands cadres d'action qui nous semblent être absolument indispensables au développement du biomimétisme en France. Bien sûr, recenser et fédérer les acteurs et animer la communauté d'acteurs. Donc, il y a entre 400 et 500 acteurs qui ont été référencés sur le territoire national, équipes de recherche, entreprises, enseignement supérieur. Cet écosystème, il est animé aujourd'hui par des groupes de travail soit thématiques, soit sectoriels, soit par rapport à différents enjeux. Il y a un gros volet accompagnement, et notamment accompagnement du monde industriel, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir embarquer l'industrie dans le domaine du biomimétisme, comprendre aujourd'hui quels sont les freins
au développement de cette approche et à la systématisation de cette approche dans l'industrie. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 6 ans, nous avons accompagné une 60aine de projets industriels en mode bureau d'études et conseils pour pouvoir, voilà, concrètement, aller de l'idée jusqu'au prototype pré-industriel avec un certain nombre d'entre eux et aller jusqu'au management de l'innovation et du biomimétisme chez eux. Donc ça, c'est un travail qui est absolument passionnant que de travailler main dans la main avec l'industrie pour pouvoir justement apporter les propositions qui nous semblent être les plus opérationnelles et les plus pertinentes par rapport aux besoins de ces acteurs-là. On se substitue absolument pas au laboratoire de recherche, évidemment, et notre rôle est plutôt de faire un interfaçage avec la recherche académique et de pouvoir, lorsque les pistes les plus prometteuses sont identifiées auprès des industriels, bien entendu, les mettre en relation et inciter à des partenariats publics-privés dans ce domaine-là. Si c'était trivial, ça ferait longtemps que le biomimétisme serait largement systématisé, donc il y a un enjeu de développement méthodologique, et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé 3 thèses et un postdoctorat pour l'accompagnement et le développement de méthodologies autour de la bio-inspiration, voilà, comment concrètement améliorer les sciences de la conception dans le domaine du biomimétisme pour que ce soit plus opérationnel que ça ne l'est aujourd'hui dans l'appropriation par les parties prenantes. Bien sûr, tout ça n'a pas de sens non plus si on réfléchit pas le plus en amont possible à l'évolution de l'enseignement supérieur et de la formation, que ce soit la formation donc professionnelle, soit donc qualifiante, mais aussi la formation diplômante. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec un certain nombre d'établissements à l'élaboration de cursus d'enseignement sur le sujet, avec 2 premiers masters qui ont vu le jour cette année, en 2020, sur cette thématique du biomimétisme. Le biomimétisme, aussi fascinant qu'il soit, est relayé par les médias, qu'il l'est aujourd'hui. Il y a vraiment une explosion médiatique sur le sujet. C'est pas pour autant que il y a aujourd'hui le tout public connaît et comprend la démarche. Donc il y a un énorme enjeu encore de communiquer et d'avoir des canaux de diffusion de l'approche. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous sommes impliqués dans l'élaboration ou la coordination d'un certain nombre d'événements majeurs sur le sujet. Et puis, il y a un enjeu de démontrer que c'est possible. Et c'était notamment l'objectif de cette première plateforme, la plateforme Biomig, que j'ai évoquée tout à l'heure sur cette question des matériaux. On travaille appuyé par un conseil scientifique national et international. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et il y a bien une femme qui s'appelle ici Claude Grison dans ce panel-là. Certes, il est extrêmement masculin, mais c'est le cas malheureusement de la recherche au sens large encore en France aujourd'hui. On travaille avec un écosystème grandissant. Là, vous en avez juste un aperçu avec voilà à peu près tous les grands secteurs industriels représentés parmi nos membres adhérents, un certain nombre d'établissements qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à aller regarder un certain nombre de ressources qui sont publiées sur notre site internet et qui vous permettent voilà d'en savoir plus sur un certain nombre de ces sujets, soit d'un point de vue structurant, soit d'un point de vue thématique. Comme je vous le disais, on a lancé des groupes de travail par filière. Alors, on a contribué à un groupe de travail que nous n'avons pas lancé, mais qui avait été lancé par la plateforme française automobile sur ce sujet du biomimétisme. Nous avons collectivement, avec un certain nombre de nos adhérents, lancé un groupe de travail sur les projets urbains qui s'appelle le Biomimicity Lab. Nous espérons lancer un groupe de travail sur l'aéronautique et le spatial. Et il y aura d'ailleurs demain un colloque dédié au biomimétisme appliqué au secteur aéronautique et spatial. Nos adhérents dans le domaine de la cosmétique sont en train de se mobiliser pour lancer un groupe de travail sur le biomimétisme appliqué à la cosmétique. Et dans le secteur de l'énergie, il y a une initiative en cours sous l'impulsion de RTE pour lancer un groupe de travail sur le biomimétisme et l'énergie. Et on peut tout à fait imaginer qu'un certain nombre d'autres secteurs se saisissent de même type de démarche pour pouvoir en fait se mutualiser et réfléchir en commun sur les principaux enjeux au développement de l'approche. Hugo, ici présent, qui a introduit un petit peu la journée, a fait un travail remarquable de recensement des initiatives au niveau international et national des formations aujourd'hui au biomimétisme. Il en a élaboré un rapport, une cartographie qui est disponible sur notre site et donc qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe au niveau international dans le domaine. Et donc, comme je vous le disais, il y a 2 premiers masters qui ont été lancés cette année en France sur le domaine dans le domaine. Un master à l'ENSI, l'école de design industriel de Paris, Nature Inspired Design, et puis un autre à Pau, à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, entièrement dédié aux matériaux bio-inspirés.
Nous avons également lancé, l'île faisait partie, et la région Hauts-de-France faisait partie des étapes de cette initiative. En 2020, nous avons lancé un tour de France du biomimétisme. Alors, c'était il était prévu pour le mois de mai, ce tour-là, donc il s'est transformé en 100% digital au regard du contexte. Néanmoins, ça a permis d'avoir plus de 150 candidats à finalement un challenge d'entrepreneuriat dans le domaine du biomimétisme et de pouvoir mobiliser un certain nombre à la fois d'établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la fois de structures dédiées à l'entrepreneuriat pour pouvoir stimuler finalement l'émergence de projets dans le domaine du biomimétisme à impact. Donc pas juste effectivement le biomimétisme purement technique, mais vraiment avec un impact sur la société. C'est la raison pour laquelle nous sommes associés à Make Sense, qui est une structure dédiée à l'impact dans ce domaine-là, et à New Corp sur tout le volet challenge étudiant qu'il maîtrise depuis un certain temps. Et nous espérons vivement pouvoir prolonger cette démarche-là sur les années suivantes. Sur les quelques minutes qui restent, en 2018, grâce au soutien du ministère de l'écologie, nous publions une photographie de comment les différents territoires français finalement se positionnent dans ce domaine du biomimétisme. Je vous invite à consulter ce rapport. On espère pouvoir le réactualiser en 2021 au regard de l'évolution, de la forte évolution du contexte en quelques années. Et notamment, la région Nouvelle-Aquitaine s'est très tôt saisie du sujet. Dès 2015, la région Nouvelle-Aquitaine est venue nous chercher en disant nous, le biomimétisme, ça nous intéresse. On pense que c'est finalement une façon transversale de lier un certain nombre de nos actions et de nos acteurs et nos compétences régionales de façon très originale, et de venir catalyser finalement l'existant avec cette nouvelle approche. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et donc, depuis, nous avons pu cartographier donc les compétences régionales, animer plusieurs groupes de travail, former les agents de la région et des organismes associés au domaine, intégrer le biomimétisme dans les appels à projets de la région, lancer un certain nombre de programmes à leur destination, et nous avons notamment également traduit ça par la création d'un pôle dédié au biomimétisme marin sur le Pays Basque qui est en cours de structuration, et avec lesquels nous aurons un rôle d'animation autour de parties prenantes publiques et privées. Au regard de cette historique depuis maintenant près de 5 ans, le biomimétisme a été intégré dans la feuille de route stratégique de la région, notamment dans le cadre de sa stratégie Néoterra. Une initiative analogue s'est enclenchée en 2020 avec la région Sud PACA, avec le même phasage, et une première phase qui consiste à identifier les acteurs, identifier les thématiques prioritaires de recherche, et proposer finalement une première feuille de route à l'intégration du biomimétisme sur la région Sud. La région Sud avait fait d'ailleurs un concours dédié à récompenser quelques premières initiatives remarquables dans le domaine à la fin de l'année 2019. Et c'est donc dans la continuité de ces actions que nous avons aujourd'hui cette collaboration pour le développement territorial. Donc l'objectif en fait à terme de CBIOS en tant que représentant de l'écosystème des acteurs du biomimétisme, c'est de pouvoir en fait stimuler des dynamiques équivalentes sur le nombre le plus large possible de territoires. Et donc, des actions sont en cours en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté, avec la région Bretagne, mais également des choses qui s'enclenchent avec la région Grand Est, et puis évidemment une relation historique avec la région Hauts-de-France qui ne demande qu'à être renforcée sur les prochaines années. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite fortement à aller regarder la petite série Nature égale futur qui est disponible. Vous tapez Nature égale futur dans n'importe quel moteur de recherche et vous trouverez plusieurs dizaines d'épisodes qui mettent en avant des initiatives remarquables dans le domaine de la recherche ou le domaine de l'entreprise autour de la bio-inspiration et du biomimétisme. Alors, dès que le contexte sanitaire le permettra, je vous encourage à aller explorer l'exposition permanente à la
l'Université des sciences et de l'industrie autour du biométisme, donc qui est là pour 5 ans, et donc qui démontre l'intérêt croissant de la démarche pour que finalement, dans un de ces plus grands musées scientifiques de France, il puisse y avoir cette exposition permanente entièrement dédiée au sujet. On est bien dans une démarche de biomimétisme, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que la bioinspiration, qu'est-ce que le vivant peut apporter comme nouvelle référence de développement à notre société. Donc on n'est pas sur une exposition technocentrée, on est vraiment sur une réflexion monde d'après grâce à la bioinspiration. Et puis la semaine prochaine, ne manquez pas la Biomime Week, qui est donc la transformation digitale d'un événement qui est depuis 5 ans animé avec brio et à l'initiative donc de New Corp, Alain Renaudin, et qui se transforme donc en digital, en une semaine complète entièrement dédiée au sujet, avec voilà, plus de 100 speakers qui vont être réunis pour vous parler de ce que le biométisme leur apporte dans leur quotidien. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions en fonction du planning révisé de cet après-midi. Et je ne sais pas si Philippe Vasseur est toujours parmi nous ou si il a dû passer à autre chose. Mais voilà, en tout cas, je suis à votre disposition et je m'adapte au programme s'il a dû évoluer. Ouais, merci beaucoup, Kalina, pour cette présentation toujours aussi riche et éclairante et structurée et détaillée. Donc, il y aura sûrement, j'espère, quelques questions, mais qu'on prendra à la fin de la première session. Monsieur Vasseur, donc on a eu beaucoup de problèmes de connectivité. C'est nous, sûrement des erreurs de lien. Donc, on s'excuse parmi nous, vu que son programme est sûrement chargé. On a un peu trop décalé par rapport à son intervention. Donc, ce que je propose maintenant, c'est de prendre la parole de Marie-Christine, si elle veut bien se joindre à nous, pour nous présenter un peu un panel et compléter la présentation de Kalina sur une présentation un petit peu autour de la recherche, et des projets de recherche, notamment à l'UTC. Vous m'entendez tous? C'est parfait. Bienvenue parmi nous. J'attends juste la présentation pour que je puisse démarrer. En tout cas, je profite que l'installation de la présentation se mette en place. Merci beaucoup déjà pour l'invitation et Kalina, cette superbe présentation qui met bien l'ambiance. Et je vais jeter juste des petits exemples sur ce que l'on fait. Donc, merci. Donc, justement, la recherche technologique à l'UTC. Alors, tout d'abord, les fondamentaux, parce qu'on correspond bien vraiment à ce qui se passe en ce moment. Même si, voilà, je reprends la définition de notre fondateur Guy Niellou de l'UT 72. Donc, la technologie, c'est le nom que se donne une science qui s'intéresse aux applications développées pour l'homme par l'homme. Donc, nos recherches, évidemment, répondent aux enjeux socio-économiques, avec la prise en compte, bien entendu, de l'environnement socio-économique et des facteurs humains sociaux comme un enjeu de conception. Et les 3 fondamentaux, hein, c'est important, c'est le comprendre pour faire. Donc, on se situe vraiment dans la démarche des sciences pour l'ingénieur. Le faire utile, la pertinence sociétale et socialement responsable, et faire des systèmes technologiques durables. Donc, évidemment, on se positionne sur la démarche de développement durable et recherche socialement responsable. Et quand tout à l'heure, elle disait « make sense », oui, alors nous, justement, la recherche, on essaie aussi de donner un sens à l'innovation technologique. Hein, voilà, j'enchaîne avec tout ce que je dis. J'ai bien entendu, je vais peut-être mettre des petits crochets avec ce qu'Alina a dit. Ça m'a bien plu et bien marqué. La recherche à tester le mimétisme. Donc, quand on a commencé ça, il y a presque 10 ans, hein, même un peu plus, on a eu donc l'occasion d'avoir un plan pluriformation qui s'appelait Biomime, assemblage biomimétique, tenu par professeur Elkirat, qui prendra le relais après moi d'ailleurs pour répondre aux questions, parce que je devrais m'absenter, désolé, je regrette vraiment ça. Et donc c'est un projet qui a été donc financé par le ministère et donc qui a permis à 4 laboratoires UTC donc de compétences disciplinaires différentes en mécanique, chimie des procédés, biochimie, biomécanique. Donc, cette approche pluridisciplinaire nous a permis donc d'aborder à l'échelle supramoléculaire, donc utilisant la démarche biomimétique. Alors, l'objectif, ça a été de reproduire artificiellement des propriétés essentielles d'un ou plusieurs systèmes biologiques. Alors, je vais cocher avec la présentation de Kalina. Parmi elles, ça peut être le biomorphisme, la fonction, les propriétés mécaniques. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, en vue d'étudier les interactions justement avec des molécules, des nanoparticules, les réactions enzymatiques. Donc là, juste des illustrations de membranes biomimétiques, de récepteurs biomimétiques. Donc, l'objectif, finalement, c'est de pouvoir, les résultats qu'on a obtenus, ça a été donc de pouvoir construire des modèles fonctionnels
exemple de biocorrosion des aciers oxydables, des tests de nanotoxicité, et des biocapteurs pour polluants. Et là, j'ouvre aussi une parenthèse, donc je fais partie d'un mouvement de recherche au niveau CNRS qui a renouvelé, hein, et donc qui a démarré en janvier 2020. Et juste pour montrer la petite carte, d'ailleurs, elle s'appelle Biomimétique et Bioinspiration, elle s'appelle aussi Biomime. Et donc, vous voyez, donc là, Hauts-de-France est quand même bien positionnée avec donc, des équipes de Compiègne et de Lille. Alors, maintenant, je vais vous donner des exemples un petit peu plus concrets sur les activités que l'on fait au sein de l'UTC. Alors, il y a principalement 2 laboratoires qui font vraiment des approches de biomimétisme. Donc, il y a le GEC, hein, le génie enzymatique cellulaire, qui est une unité mixte de recherche du CNRS, et qui regarde en fait à l'échelle moléculaire, donc les biocapteurs ou les récepteurs biomimétiques, et donc finalement qui permettent de développer ce qu'on appelle des outils de diagnostic, hein, des anticorps synthétiques, les polymères empreintes moléculaires par exemple, et bien entendu les principales applications ont concerné la détection des molécules toxiques, des organismes pathogènes, cancérigènes, etc. Donc on voit bien, on est à l'échelle moléculaire, mais l'objectif c'est d'aborder l'échelle cellulaire. Autre laboratoire qui concerne la biomécanique et bioingénierie, BMBI, qui est aussi une unité mixte de recherche. Comme le nom l'indique, on s'intéresse à la mécanique du vivant, à la biomécanique, la mécanique du vivant, plus particulièrement au système neuro-musculo-squelettique, cardiovasculaire et système métabolique de l'homme. Et en parallèle, on travaille évidemment sur des dispositifs, des systèmes artificiels, bioartificiels, qui permettent justement de pallier à ces déficiences. Donc, vous voyez que tout naturellement, ça nous a permis de travailler sur ces nouveaux principes d'approche biomimétique et de biomimétisme bioinspiré. C'est que nous, la nature, en fait, on va utiliser l'homme comme modèle principal de l'inspiration de nos biomimétismes. Parce que tout simplement, on a des collègues qui travaillent vraiment pour comprendre comment fonctionne le système humain. Enfin, donc, autant l'utiliser comme modèle pour pouvoir justement maintenant essayer le deuxième principe, d'imiter. Nous, ce qui nous intéresse, notre démarche, c'est pas d'imiter la structure. Je pense que ça reprend un petit peu à ce que disait Alina tout à l'heure. Nous, c'est la géométrie, donc c'est le biomorphisme quelque part. Attention, c'est et où les propriétés mécaniques de la structure étudiée et la fonction biologique. Donc, voilà, ça, c'est nos 2 principes de base de notre approche bio-inspirée, biomimétisme, basée donc sur évidemment, on a ce programme pluridisciplinaire transversal, biomécanique des systèmes biomimétiques bio-inspirés. La particularité de ce laboratoire que je connais quand même assez bien, c'est d'avoir des informaticiens, des biomécaniciens, des biochimistes, des biologistes, des physiologistes et des spécialistes des matériaux vivants pour travailler ensemble. Donc là, ça, c'est des exemples concrets qui dépassent bien entendu le laboratoire. On travaille aussi avec des collaborateurs à l'échelle nationale et internationale. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de tube osseux minéralisé. Donc le but, c'est à l'échelle nanobiométrique, à l'échelle nanomicro, donc fabrication de la matrice osseuse. Dans biomimétique, substitut dentaire, virus biomimétique pour les épis anti-Covid. Autres exemples à l'échelle micro-macro, donc on travaille, comme je l'ai dit, sur les organes bioartificiels. Là, le challenge, il est beaucoup plus compliqué, hein, parce que notre objectif, c'est vraiment d'atteindre, comme je dis, les propriétés structurelles, les propriétés mécaniques, la fonction biologique. Bon, voilà, c'est un challenge qui sont quand même à long terme. Les domaines, enfin, les applications. Marie-Christine, tu as complètement perdu là. On n'entend plus. Alors, Marie-Christine. Bon, je crois qu'on a perdu la connexion vers l'UTC. J'espère qu'elle ne continue pas de son côté. Si elle ne revient pas tout de suite. Bon, en tout cas, vous avez pu voir une recherche assez riche. Ah, il n'y a plus de son. Une recherche très riche à l'UTC et beaucoup de laboratoires qui ont déjà en fait cette démarche très transdisciplinaire, notamment tournée autour du vivant. Que ce soit dans le. Il y a
dans la biomécanique ou même certaines réflexions sur l'urbanisme. Peut-être que Marie-Christine va en parler un peu. Alors, Marie-Christine, si tu es descendue de scène, si tu veux remonter parmi nous, peut-être retenter. Donc, je vous ai dit, ah, voilà, c'est revenu. Vous m'entendez? Oui. C'est revenu? Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a bon, j'ai là, je bon, vous m'entendez? Oui, n'hésite pas à couper ta caméra si besoin pour avoir une meilleure bande passante. Ah, d'accord, ok. Et là, vous m'entendez bien? C'est très bien. Vous m'entendez là? Oui. Ok. Je ne sais pas, j'en étais là, non? Peut-être au modèle, non? Je sais plus. Oui. D'accord. Donc, j'étais en train de vous dire qu'il ne faut pas oublier les modèles aussi biomimétiques, la modélisation. Hein. Donc, en fait, là, c'est juste un exemple de modèle à base d'argent, à base d'agents. Donc, qui modélisent tout simplement des échanges ioniques. Hein. Et donc, ces échanges-là vont nous permettre de modéliser la contraction musculaire. Donc là, on a, par exemple, grâce à cette modélisation, on peut avoir des potentiels d'action. Et donc, si on arrive à modéliser la contraction musculaire, vous êtes bien d'accord, on arrive donc à modéliser le mouvement. Donc, c'était juste un modèle biomimétique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on peut aussi faire de la modélisation biomimétique. Donc, la dernière diapositive, hein, finalement. Donc, c'est aussi, je vais vous donner aussi des exemples sur la formation par la recherche, où donc on forme nos étudiants en master ingénieur d'UTC, donc de différentes disciplines, en informatique, biomécanique, chimie et biologie. Notre objectif, c'est de leur faire acquérir le savoir-faire pour trouver des solutions biomimétiques à des problèmes technologiques. Donc, on a des promotions environ de 50. Et là, je vous ai donné des listes hein, d'exemples de projets, donc sur les algorithmes biomimétiques, sur des exosquelettes à recyclage d'énergie, aussi stabilisés pour la marche, des revêtements de coque, des équipements de protection, des matériaux anticalcaires. Bon voilà, commande biomimétique, prothèse, orthèse intelligente. Ben voilà, donc c'était juste pour vous présenter rapidement et brièvement, je veux dire, nos activités en recherche et aussi en formation pour, en ce qui concerne, pardon, le biomimétisme à l'UTC. Voilà, donc j'ai pu récupérer, j'espère, la petite coupure. Hein, je suis désolée. Pas de souci, voilà. C'est nous qui sommes tributaires aussi de cette plateforme. Et puis, c'est un peu contraignant aussi en quelques minutes de présenter toute la recherche à UTC, c'est très riche. Je pense que voilà, il y a une belle opportunité, donc ça peut scanner vraiment très très large. J'ai montré quelques projets et n'hésitez pas à reprendre contact avec Marie-Christine après coup, hein, si l'envie vous en prend, mais surtout là, on aura une période de petites questions pour approfondir certains des sujets avec Karim. Merci. Voilà, de toute façon, il y a quelqu'un qui sera là pour répondre aux questions. Qui pourra voilà, prendre les différentes questions. Au pire, on peut le faire à travers le chat ou à l'écrit en parallèle. N'hésitez pas. OK. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Ben non, merci d'être venu. Je propose la parole maintenant à Olivier qui va pouvoir nous rejoindre. Olivier Varlet de Euramaterials. Je ne sais pas si tu peux monter sur scène avec nous. Olivier. Parfait, bienvenue. Bonjour à tous. Et tu as maintenant la parole. Donc, Olivier Varlet, directeur général de Euramaterials, qui va nous présenter un petit peu le potentiel du sujet au pôle de compétitivité Euramaterials. Oui, enfin, juste en quelques mots, rappeler notre origine. Donc, Euramaterials, c'est le fruit de la fusion entre deux pôles de compétitivité, Uptex, spécialisé sur les textiles techniques, et puis Matichem sur la chimie et matériaux, donc papier, bois, carton, polymère, etc., etc. Et donc depuis son origine, nous avons fondé avec Uptex, Matichem et le pôle industrie agro-ressources en Picardie, nous avons fondé le CBIOS à Senlis. En ce qui me concerne, pour une raison simple, c'est que la problématique des matériaux et de la chimie et de certaines alternatives passe par l'observation des sciences du vivant. L'occasion pour moi de dire et d'affirmer
être d'accord avec la définition de Kalina Raskin qui parle bien de bio-inspiration et non pas de biomimétisme. La subtile différence étant dans biomimétisme, on copie, hein, on mime. La bio-inspiration, eh ben, tout simplement, on s'en inspire. Parce qu'en fait, même si depuis des millions d'années, la nature a développé des stratégies d'adaptation, c'est bien pour les industriels s'en inspirer. Alors, dans un passé récent, hein, la crise Covid, quand je dis un passé, on est encore un peu dedans. On a été confronté à des problématiques de matériaux au sens souveraineté nationale. Quand vous dépendez des autres, vous êtes en danger. Et donc, mon premier sentiment, quand on m'a invité à cet exercice, c'était d'évoquer ça, puisque Euramatériaux et notamment mes collègues du textile ont beaucoup travaillé à la demande de l'Élysée et de la Direction générale de l'armement pour valider des matériaux qui rentrent dans la fabrication des masques. Évidemment, on ne parle pas ici des masques importés d'Asie, hein. C'est évident. Alors, dans tout ce que l'on fait, dans les projets collaboratifs des industriels et des PME, il y a un triptyque auquel on tient énormément et qui, de mon point de vue, j'ai pas que le mien d'ailleurs, parce que si Philippe Vasseur était là, je pense qu'il serait d'accord, Jérémy Rifkin aussi. Le triptyque, c'est comment concevoir et imaginer des produits en utilisant le moins de matière possible aujourd'hui, le moins d'énergie possible pour les transformer, les fabriquer, et puis générer le moins de déchets possible. Et là, on a la définition en plein dans ce qu'a évoqué Kalina des produits positifs que peut contribuer le biomimétisme. J'ajoute que dans la région Hauts-de-France, c'est extrêmement important puisqu'on est en plein dans le domaine des activités stratégiques matériaux, hein. Le biomimétisme fait partie intégrante de ces développements-là et d'ailleurs tout le panorama des guichets européens, nationaux, divers et variés passe par ces thématiques. Comment on fait pour imaginer un futur sans obérer les ressources du pays. Bon. L'occasion aussi pour moi de rappeler cette fameuse phrase de Léonard de Vinci, observe la nature et tu verras le futur. Il y a beaucoup de vrai quand on pense au biomimétisme. Alors ça se traduit par des actions communes avec le CBIOS, des ateliers thématiques, mais également beaucoup de travail de veille économique, de veille brevet, qu'on propose sous la forme de prestations à des industriels. Et puis, une application forte dans cette fameuse plateforme Biomig, qui est en fait un gros trou dans la raquette qui manquait et qui, moi, je suis ravi de voir la naissance de cette plateforme. Tout simplement parce que, et pour avoir participé aux travaux de France Stratégie avec différentes personnalités, dont Monsieur Cohen, l'économiste, etc., on a eu l'occasion de s'expliquer avec Antonio Molina, l'ancien président du CBIOS, enfin président encore il y a peu de temps. On a expliqué que ce qui manquait beaucoup pour l'industrie, c'était ce qu'on appelle la fameuse vallée de la mort, être en capacité de travailler le prototype et le prototypage. Parce que c'est une zone de risque et on ne peut pas demander à un industriel seul de prendre tous les risques pour toute une filière. Et donc cette fameuse plateforme Biomig présente un intérêt majeur dans les développements du futur pour tous les industriels et on a la chance d'avoir cet outil maintenant à disposition dans les Hauts-de-France. C'est très heureux.
qui, par le biais de travaux de recherche, par le biais de travaux de prestation, qui rentrent souvent d'ailleurs dans l'accompagnement des projets collaboratifs, va nous permettre de faire des essais, des tests au sein de cette plateforme. Donc ça, moi, je suis ravi que ça puisse exister. C'est un budget quand même de 4,7 millions. Je ne sais plus si Kalina l'a précisé, mais c'est un budget important. Et pour connaître les gens qui travaillent autour de ces plateformes, il y a déjà beaucoup d'expérience et d'intelligence pour développer ces sujets. Voilà, ce que je voulais rajouter brièvement, c'est qu'on vous a fait un petit tableau, là. Je remercie ma directrice opérationnelle, Sophie Reynaud, qui doit nous écouter et nous regarder. Voilà, on a mis, souvent on nous pose la question, mais qu'est-ce que vous venez faire là-dedans dans les matériaux? Mais c'est tout simple, les matériaux sans propriété, ce ne sont pas des matériaux. Donc à chaque fois, nous, les problématiques, c'est comment concevoir l'emballage qui est barrière à oxygène, qui soit biodégradable, qui soit facilement imprimable sur des lignes offset, qui soit thermosoudable. Enfin, vous voyez, il y a un catalogue de contraintes techniques qu'on doit essayer de résoudre, si possible, contraint par le fameux triptyque que je vous ai évoqué. Et puis, il y a un autre aiguillon qui nous incite à le faire, ce sont les règlements et les normes européennes. On s'en parlait encore ce matin avec toute l'équipe en réunion hebdomadaire. Il y a des challenges à relever comme la substitution du TiE2, l'oxyde de titane. Il y a des challenges comme C6, C8, etc., qui sont des vraies problématiques et tout un panel de produits chimiques sur la liste des produits cancérogènes qu'on doit évidemment éviter dans la vie des humains. Donc voilà ce que je voulais dire principalement au sujet de notre implication dans le CBIOS. On est ravis du développement que ça prend grâce à Kalina et son équipe. Et effectivement, être dans ce triumvirat CBIOS, muséum, et puis nous, pour faire le lien entre la recherche, le lien avec le passé aussi, puisque je rappelle que le futur n'est éclairé que par le passé, et avoir la possibilité de tester des collections de produits qui sont au muséum sans que ce soit de manière intrusive ou destructive, c'est extrêmement intéressant pour l'avenir des matériaux. Voilà brièvement ce que je voulais vous dire. Merci Olivier pour ce témoignage et pour la confiance que vous apportez aussi à cet écosystème. Donc voilà, Biomic qui a pu être cité là dans cette dernière diapositive. Iman, peut-être le dernier témoignage de cette première session. Veux-tu te joindre à nous s'il te plaît et monter sur scène pour nous parler un petit peu de l'ADEME et du biomimétisme. Quelques mots. Bienvenue Iman. Bonjour à tous. Donc, je suis Iman Bamani Piazesni, je suis coordinatrice du pôle recherche, innovation, investissement d'avenir à l'ADEME et je suis la référente nationale biomimétisme à l'ADEME. Donc, oui, je vais vous parler du partenariat que nous avons initié depuis à peu près un an maintenant avec le CBIOS. Donc, en tant qu'agence de la transition écologique, on est très enclin à trouver des solutions qui soient pas seulement pérennes pour l'environnement, mais qui soient aussi performantes et résilientes. Et donc, on s'était dit que ce qui permettrait peut-être de nous aider à mener à bien une transition énergétique écologique à la fois soutenable et responsable, c'était peut-être d'intégrer les principes du biomimétisme. Alors, du coup, bon, je ne vais pas rentrer sur les différentes évolutions qu'Alina l'a très bien dit sur la façon dont progressivement l'État commence à prendre en compte ces notions de biomimétisme. Chez nous, le biomimétisme est apparu dans le cadre des investissements d'avenir il y a à peu près un an ou deux, et on l'a intégré dans nos appels à projets, mais ça restait encore un peu timide.
Alors l'idée, c'était de se dire comment peut-on aller plus loin dans cette notion de biomimétisme et comment on peut faire partager ces concepts au sein de l'agence. Alors, on s'est rapproché du CBIOS avec qui on a monté un programme d'action qui a été donc signé le 5 novembre 2019 par Arnaud Leroy et la présidente du CBIOS, enfin la vice-présidente du CBIOS. Et l'idée, c'était de commencer par une première étape qui paraît anodine, mais qui est quand même essentielle, c'est l'acculturation. L'acculturation à la fois des agents de l'ADEME, mais aussi des acteurs publics et privés sur le biomimétisme. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas aller dans la même direction si on n'est pas à un niveau de connaissance équivalent. Donc, notre premier objectif, c'est de monter des sessions de formation pour acculturer les agents sur ces notions de biomimétisme. Ensuite, une fois qu'on est acculturé sur le sujet, il faudrait aussi connaître les acteurs qui, par région, s'intéressent au biomimétisme ou sont capables de répondre à des demandes de projets biomimétiques. Donc, il s'agira dans les actions d'animation, de réaliser des cartographies d'acteurs par région, et puis, dans le cadre des actions de l'ADEME, d'intégrer ces notions de biomimétisme, ces concepts dans les appels à projets à la fois des investissements d'avenir, les appels à projets recherche, mais aussi des appels à projets qui peuvent être de type opérationnel. Donc, on a eu d'ailleurs un lauréat dans le cadre de l'appel à projet éco-conception en 2019, et cette année dans le cadre des investissements d'avenir. Il s'agira également de mener des actions de communication. Donc, on s'est associé au CBIOS, à Nucorp, etc. pour soutenir l'événement Biomime Expo, et ce depuis 2019. On accompagne également, enfin, on soutient également la réalisation des petits films par la belle société de Nature égale Futur qui sont une réelle splendeur. Je vous invite d'ailleurs à les regarder. Ils sont à la fois pédagogiques, très pédagogique, intéressant et attractif, vraiment attractif. Donc, au-delà des actions d'animation et de communication, il était aussi question d'avancer un peu sur la connaissance et peut-être mettre en place des outils pour l'accompagnement du biomimétisme, notamment par une étude d'impact, une étude des impacts environnementaux et socio-économiques du biomimétisme en France, afin de démontrer que le biomimétisme n'est pas seulement n'est pas un mythe, mais une réalité, et peut-être une réalité opérationnelle et peut également être porteur de création d'emplois sur nos territoires. Il y a aussi la réalisation d'un guide méthodologique de l'éco-conception biomimétique qui servira d'outil d'accompagnement auprès des acteurs économiques. Et puis, il est également question d'élargir le conseil scientifique du CBIOS et des groupes de travail, donc d'intégrer des experts de l'ADEME occasionnellement dans les groupes de travail pour élargir la connaissance globale. Voilà pour ce qui concerne le partenariat ADEME-CBIOS. C'est une des actions phares qui concernera les Hauts-de-France en 2021, sera le déploiement d'un programme d'action sur la région Hauts-de-France avec le conseil régional et notamment la personne d'Agathe Oliveira. Voilà pour le biomimétisme et l'ADEME. Merci beaucoup, Eman, pour cette petite présentation du potentiel du sujet avec l'ADEME et pour toute la confiance que vous nous portez aussi pour déployer tout ça. J'invite Kalina et Marie-Christine, enfin Karim, ça dépend qui est derrière la caméra, à nous rejoindre. Peut-être répondre aux différentes questions qu'il pourrait y avoir. Oui, et on va commencer par une question de Didier Labouche qui nous parle de technologie de surface disruptive. Alors la question, c'est concernant les procédés vertueux de transformation, étant probablement critiques, y a-t-il des échanges entre le CBIOS et la Société française de génie des procédés sur ces thématiques? Et c'était une question, je pense, à l'adresse d'Olivier. Mais bien entendu, tous nos participants tous nos intervenants peuvent répondre. Alors, je vais répondre, mais je vais répondre en partie parce que je connais la Société française de génie des procédés. On a des relations avec tel ou tel labo, mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas répondre de manière précise à cette question. Peut-être que Kalina peut le faire, par contre, si elle a des relations avec la SFUGP. Je ne sais pas. Hein.
Oui, excusez-moi, je n'arrivais pas à accéder à la scène. C'est effectivement un sujet qu'on doit mettre sur la table. Hein. On a tout à fait pensé, en tout cas, à la CFGP, et ça fait partie effectivement des prochaines étapes à partir du lancement en fait du programme. Donc là, on est en phase de pré-contractualisation et de pré-finalisation de l'ensemble des accords de consortium, de charte de pays, etc. Et donc pour un lancement opérationnel à partir donc du premier semestre 2021, et ça fait bien partie parmi une longue liste d'interlocuteurs, effectivement des interlocuteurs auxquels nous adresserons, nous prendrons soin de nous adresser pour la suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Monsieur Labouche. Il n'y a pas de plus d'informations de la part de M. Labouche. Alors, je ne sais pas, Yasmine, si tu peux nous rejoindre aussi, tu as cette place sur scène, je vais te laisser la place. Je crois qu'il y avait une question qui avait été aussi déposée par Léo. Pouvez-vous nous donner votre définition de l'innovation responsable? Alors peut-être, là c'est disons que chacun peut peut-être te donner un petit peu dans quel cadre le biomimétisme peut-être vient challenger à la fois son organisation ou peut avoir un potentiel sur son organisation, sur cet enjeu d'innovation responsable. Est-ce que le biomimétisme peut venir être un levier pour ça ou pas dans vos différentes organisations? Ça peut être intéressant peut-être de voir sur cet angle-là. Donc chacun un petit tour de table. Sur cette question, alors la parole est au centre pour ceux qui veulent l'attraper. Moi, je veux bien tenter un début de réponse. Hein. Ouais. Pour moi, ça doit correspondre au triptyque que j'ai évoqué. Hein. C'est-à-dire que si on n'obère pas les ressources naturelles, si on ne consomme pas comme un fou, en fait, c'est l'industrie bas carbone hein, qu'on vise, nous. Et si on ne génère pas de déchets, alors on est plutôt dans une démarche vertueuse. C'est en tout cas ma définition. Oui, et sauf pour compléter, sauf erreur de ma part, cette question de l'innovation responsable, elle est quand même, elle date pas d'hier, elle est relative, enfin, elle a plusieurs années d'ores et déjà maintenant, et elle a été notamment assez bien encadrée dans le cadre de la Commission européenne, cette définition de l'innovation responsable, et on est effectivement développement de la recherche et de l'innovation pour la société, intégrant à la fois les enjeux de la transition écologique, mais également la prise en compte de critères sociaux dans également la réflexion plus générale sur l'innovation. Et donc, j'oriente probablement un certain nombre d'interlocuteurs, je ne sais pas si c'était le sens de la question, à revenir vers ces définitions qui ont été assez bien encadrées, notamment au niveau de la Commission européenne sur l'innovation responsable. Il y a eu plusieurs projets européens à une époque, hein, il y a 5 à 6 ans, autour de l'innovation responsable, des projets Interreg notamment, qui visaient à non seulement définir, mais aussi outiller les acteurs autour de l'innovation responsable. Et je confirme qu'effectivement, cette démarche, en tout cas, biomimétisme, éco-conception, à l'aune de ce qui a été dit voilà, jusqu'à présent, converge vers ces critères de l'innovation responsable. Et Iman, je te laisse peut-être réagir. Oui, l'idée pour nous, c'est de concilier la technosphère avec la biosphère. Donc, dit autrement, c'est comment on essaie de réconcilier la société avec l'environnement. Et aujourd'hui, ce qu'on sait faire à l'ADEME, c'est on sait amener des acteurs économiques sur le territoire de l'innovation, sur le terrain de l'innovation. On a des technologies innovantes, on a aussi des technologies qui répondent aux critères et aux principes de l'économie circulaire, mais qui ne sont pas forcément pérennes et responsables en termes d'écosystème, d'impact sur l'écosystème, et donc sur notre propre écosystème et donc survie. Et l'idée, c'est d'arriver à faire de l'économie circulaire, mais cette fois-ci bio-inspirée. C'était les propos notamment de Gunther Pauli qui a défini ça comme étant l'économie bleue. C'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à faire une économie circulaire bio-inspirée, en gros. Et de faire en sorte que les innovations que l'on accompagne soient responsables par le biais du fait qu'elles soient pas seulement performantes sur le plan de l'environnement, mais qu'elles soient résilientes et pérennes. Ok, merci beaucoup à tous pour la réponse à cette question de Léo Merli.
nous n'avions pas d'autres questions dans l'onglet questions. Donc, c'est la fin de cette première partie. On vous propose de faire une petite pause et on va reprendre dans 5 minutes. Donc, le webinaire va reprendre à 15h41 avec la deuxième partie de nos interventions où vous allez avoir une start-up, un petit focus sur l'éducation et la formation et 2 personnes qui vont nous parler de leur tour du monde des innovations biomimétiques. Donc, on se retrouve dans 5 minutes là, au même endroit. À tout à l'heure.